Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de ce 19h. Le Sénat vote la publication du patrimoine des élus au journal officiel. Les sénateurs socialistes et centristes ont frappé fort, mais l'incertitude règne encore sur l'issue du texte. Les gaz de schiste sèment une nouvelle fois la zizanie au sein du gouvernement. Après les propos tenus par Arnaud Montebourg, favorable à une exploitation écologique, les Verts montent au créneau. Paracétamol, anti-rhume ou encore pastilles contre la toux, il est désormais possible d'acheter les médicaments sans ordonnance sur des sites internet autorisés. Nous y reviendrons avec nos invités sur ce plateau. On l'a appris en fin d'après-midi, un train intercité reliant Paris à Limoges a déraillé en gare de Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne. Le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer qu'il y avait pour l'heure 7 morts et plusieurs dizaines de blessés. Le train a été séparé en deux. Des rames se sont couchées sur les rails. Le plan rouge a été déclenché. Des dizaines de pompiers et policiers sont sur place, de même que des agents EDF. Le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, est attendu. Les aides commencent à parvenir aux sinistrés et les promesses de dons se poursuivent car il ne faut pas oublier les territoires inondés. C'était le sens du déplacement de Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, dans les départements de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Un mois après les intempéries, à certains endroits, la situation reste difficile. Reportage Cécile Sixou. Dans le village apparemment paisible de Saint-Béat, il y a près d'un mois, c'était le cataclysme. Désormais, les touristes ne goûtent plus au charme de cette bourgade adossée au roc de la montagne. Ils constatent le spectacle de désolation. Mise en quarantaine en attendant l'estimation des experts, l'artère principale a été vidée et sécurisée. Les tractopelles sont toujours actifs pour dégager la boue restante. Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, mesure l'ampleur des dégâts. T'as plus de boucherie, t'as plus de boulangerie, t'as plus de camping. 3 campings fermés sur 3, définitivement. T'as plus de perception. Et une pharmacie abritée dans un appartement du collège vacant. Ariégeois d'origine, il est venu en voisin solidaire dans les Hautes-Pyrénées et en Haute-Garonne. Une enveloppe de 100 000 € a été débloquée par le Sénat pour chaque département. Je suis pyrénéen moi-même, je suis très proche de ce pays que je connais bien. Et donc c'est d'abord exprimer une solidarité, mais aussi prendre la mesure de ce qui s'est passé. Et être capable de faire passer des messages et peut-être plus tard aussi de tirer les leçons, de tirer les enseignements de cette situation, de comprendre si notre législation est adaptée à ce type de crise terrible, car ce que nous avons vu là, c'est un déluge. 127 communes en état de catastrophe naturelle, électricité, bâtiments, routes, ponts, il faut tout reconstruire. Les premières estimations chiffrent à plusieurs dizaines de millions d'euros le montant des réparations. En attendant, la solidarité prime. C'est un peu la débrouille, des bouts de tuyaux pour faire des adductions d'eau. RDF qui est allé à coup d'hélico, rebrancher des fils, bon, mais il faudra des mois qui feront des années pour redresser la barre. Redresser aussi la barre de l'agriculture et du tourisme, fortement impactés en pleine période estivale. L'économie est essentiellement tournée vers le tourisme dans ces vallées, vers l'agriculture. Alors que l'on montre de beaux paysages et que l'on dise vraiment, parce que c'est essentiel, aux touristes, revenez à Luce, revenez à Barège, revenez à Cauterets, revenez à Lourdes, revenez dans la vallée des Nesses. Toutes ces vallées-là, elles vous attendent. Reste donc à convaincre les touristes de cet été de se détourner de la catastrophe pour retrouver le plaisir de ces Pyrénées extraordinaires. D'ici 3 mois, le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur l'interdiction de la fracturation hydraulique, alors qu'au sein du gouvernement, on assiste à un nouveau couac avec la sortie d'Arnaud Montebourg sur une exploitation écologique des gaz de schiste. Malgré le sévère recadrage du Premier ministre, les écologistes montrent les dents. Une dizaine de jours après l'éviction de Delphine Batho, il semble y avoir 2 poids 2 mesures. Julie Hulin.
Il dit ne jamais avoir rompu la ligne gouvernementale. Pourtant, les propos d'Arnaud Montebourg sur le gaz de schiste ressemblent à s'y méprendre à une nouvelle fronde qui le laisse encore une fois impuni. Arnaud Montebourg peut-il tout se permettre? Alors que Delphine Batho vient d'être limogée brutalement pour avoir jugé son budget mauvais, il a simplement été recadré. Cohérent selon son parti. Il faut que les ministres soient solidaires de la politique du gouvernement. Et le budget, c'est le cœur de la politique du gouvernement. Arnaud Montebourg a émis une idée personnelle sur l'avenir. Quand un ministre dit, et le ministre de l'Industrie, qu'il y a un fort potentiel pour la France, il dit vrai. Donc Arnaud Montebourg, on ne le sort pas du gouvernement. Mais bien entendu qu'on ne le sort pas du gouvernement. Pas question de limoger le ministre du redressement productif, pas vraiment une surprise pour Delphine Batho. Je pense qu'il ne sera pas traité comme moi. C'est gros comme le nez au milieu de la figure. Pour l'opposition, aucun doute, Arnaud Montebourg est intouchable et il le sait. Montebourg représente un courant, représente des opinions, représente une force à l'intérieur du Parti socialiste. Manifestement, ce n'est pas le cas de Mme Batho. Il est invirable. Il a participé à la primaire socialiste. Il incarne dans l'opinion publique quelque chose, un peu le côté, je remue, je secoue. De coup d'éclat en coup d'éclat, le troisième homme de la primaire socialiste se permet même d'afficher ses ambitions présidentielles dans un entretien au New York Times. J'ai échoué la première fois, mais cela ne signifie pas que j'échouerai la seconde fois. Le message à François Hollande est clair. Et le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, devra quant à lui rendre son arbitrage dans les prochains jours concernant le livret A, puisque la Banque de France préconise de baisser son taux à 1,25% contre 1,75% actuellement. Ce serait un nouveau coup porté au placement préféré des Français. À l'UMP, c'est une séance de lynchage public. Après Brice Hortefeux, c'est au tour d'Henri Guénaud d'attaquer François Fillon, qui l'accuse de trahison. Ces deux proches de Nicolas Sarkozy n'ont pas apprécié les propos de l'ancien Premier ministre. François Fillon s'est livré hier à la Grande Motte à l'ex-chef de l'État en lui déniant le rôle d'homme providentiel en vue de 2017. L'examen du projet de loi sur la transparence. Dans un hémicycle clairsemé, les sénateurs ont voté à l'instant la publication du patrimoine des élus au journal officiel. La majorité sénatoriale était bien décidée à aller plus loin que l'Assemblée nationale. Et ce, malgré la détermination de l'opposition. Et pour parler de ce texte au Sénat, nous accueillons Tam Tranui, notre chroniqueuse. Bonsoir. Bonsoir Marie. La transparence de la vie publique a fait l'objet de nombreux rebondissements au Sénat, notamment à cause des radicaux de gauche. Effectivement, les radicaux qui s'opposent à la volonté des socialistes de laver plus blanc que blanc. Pour être clair, ils refusent de voir publier le patrimoine des parlementaires. Mardi, dans l'hémicycle, le président du groupe radical, Jacques Mézard, a fustigé le texte. Il a parlé en des mots très forts, il a parlé de voyeurisme matiné, de jésuitisme. Pour lui, ce texte n'est qu'un communiqué de presse sans concertation ni réflexion qui découle directement du scandale Cahuzac. Les radicaux sont d'habitude des alliés plutôt disciplinés, en tout cas plus disciplinés que les écologistes. Eh bien, ils ont finalement demandé et obtenu le renvoi du texte en commission mardi dernier. L'agacement vis-à-vis du gouvernement n'est pas fin. On va écouter à ce propos le sénateur Pierre-Yves Collombat. Est-ce que le problème, c'est que les élus, les sénateurs dévoilent ou non leur patrimoine? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir quelle est l'origine de la désaffection de nos concitoyens pour nos institutions et pour le personnel politique. C'est ça le véritable problème. Après tout le reste, ça n'est que de la gesticulation. Pierre-Yves Collombat, qui a fait parler de lui dans l'hémicycle cet après-midi. Effectivement, le sénateur du Var s'est lancé dans un véritable bras de fer avec Jean-Pierre Sueur, le président socialiste de la commission des lois. Pierre-Yves Collombat a signé un amendement proposant que seuls les patrimoines posant problème soient publiés par la haute autorité. La commission, du coup, cet après-midi, s'est à nouveau réunie. Vous voyez, ça n'en finissait pas, Marie. Mais finalement, fin de partie, quelques minutes avant ce journal, le Sénat a finalement voté la publication du patrimoine des élus au journal officiel. Deux amendements socialistes et centristes. Reste que l'adoption totale du texte est plus qu'incertaine. On imagine mal les radicaux voter la transparence en l'état.
Mais ça n'arrête pas au Sénat et là ce sont les radicaux de gauche qui seraient le nouveau poil à gratter de la majorité. Oui, et d'ailleurs leur opposition ne concerne pas seulement la transparence, alors toujours côté moralisation de la vie publique, le non-cumul des mandats est lui aussi dans le viseur. Jean-Michel Baillet, le président du Parti radical de gauche et également sénateur, va d'ailleurs déposer un mémoire devant le Conseil constitutionnel expliquant pourquoi les radicaux de gauche s'opposent à cette réforme. Les radicaux de gauche, c'est nouveau rebelle, titre d'ailleurs aujourd'hui Le Figaro. Rebelle, oui. Nouveau, pas tant que ça, puisqu'il faut se rappeler que faire et défaire la majorité, c'est dans l'ADN du Parti radical de gauche. Sous la 4e République, par exemple, la position charnière du Parti radical entre la gauche et le centre lui a permis de participer à tous les gouvernements. Merci, Tam Tranuy. 4000 médicaments désormais disponibles sur Internet. Les pharmaciens sont partagés entre risques sanitaires et jeu de la concurrence. Ces ventes sont-elles suffisamment encadrées? Quels sont les risques? On voit tout ça dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, c'est la semaine du Sénat, préparée comme chaque vendredi par Nadia Belromari, qui débute par les ténors socialistes du Sénat reçus à l'Élysée. Le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, le patron des sénateurs PS, François Rebsamen, et tous les présidents socialistes des différentes commissions, Jean-Pierre Sueur, Jean-Louis Carrère, Daniel Raoul, David Assouline, François Marc, le rapporteur de la commission des finances, et celui du budget de la sécurité sociale, Yves Daudigny, autant de ténors socialistes du Sénat, reçus mercredi à déjeuner à l'Élysée. L'occasion d'évoquer la fragilité de la majorité sur des textes clés au Palais du Luxembourg. Nous lui avons dit qu'il faudrait plutôt prévoir des temps de respiration entre l'examen des textes pour expliquer ce que nous avons voté comme texte et faire en sorte que peut-être les Français comprennent mieux quelle est l'action que nous menons et de quelle manière le Parlement y contribue. Pour Jean-Pierre Bel, la fragilité de la majorité, courte de 6 voix au Sénat, est désormais une donne avec laquelle il faudra composer. La réserve des parlementaires, aujourd'hui disponible sur Internet, grâce à la ténacité d'un professeur de mathématiques, 150 millions d'euros redistribués par les parlementaires pour financer des projets locaux d'intérêt général. Et des fervents partisans de l'opacité, du silence et de l'entre-soi. Il y a des fervents adversaires de la transparence. Je ne comprends pas pourquoi, dès lors que je considère que nous ne devrions n'avoir rien à cacher sur l'usage de la réserve parlementaire, du moins c'est mon cas, je n'ai rien à cacher, je publie la mienne et je ne suis pas la seule. Le Sénat opposé au contrôle technique des 2 roues que le Parlement européen veut réintroduire pour diminuer le nombre des accidents. Selon le Sénat, une action de lobbying cherche à ouvrir un marché de plus de 1,5 milliard d'euros. Dénicher et soutenir des entreprises porteuses qui feront la France d'ici à 2030, c'est la mission de la commission Innovation 2030. Nous avons des atouts importants pour la réindustrialisation, mais je crois qu'il nous manque effectivement aujourd'hui cette confiance, ces choix, cette envie, cette vista. L'entreprise devra proposer une idée novatrice à développer avec un potentiel d'emploi à la clé. Une enveloppe de 150 millions d'euros est prévue. Mardi, Benoît Hamon est venu défendre son texte sur la consommation. Je n'ai pas souhaité que ce texte consommation soit une forme de millefeuille sectoriel où finalement on perde de vue la nécessité d'apporter un certain nombre de modifications structurantes pour mieux protéger les consommateurs. La mesure phare du texte, l'action de groupe, fait consensus, même s'il existe quelques bémols. Seules 16 associations de consommateurs pourront porter ces actions de groupe, pas les PME. La santé et l'environnement sont exclus de son champ. Le texte, adopté le 3 juillet par les députés, sera prochainement examiné au Sénat. C'est la naissance d'une pharmacie géante en ligne. Il est désormais possible en un simple clic de commander près de 4000 médicaments vendus sans ordonnance. Mais quelle garantie pour les consommateurs? Élément de réponse avec Julie Hulin. C'est une petite révolution dans le monde de la médecine. Des médicaments en vente sur le web. Une ouverture du marché qui pourrait permettre, selon l'autorité de la concurrence, de faire baisser les prix. Le système est simple. Il concerne uniquement les médicaments sans ordonnance.
Sur les sites des 35 pharmacies répertoriées par l'Ordre national des pharmaciens, les clients créent un compte en remplissant une fiche avec leur identité et leurs antécédents. Ils sélectionnent leurs médicaments et peuvent ensuite passer récupérer la commande ou se faire livrer à domicile. Pour éviter toute dérive et empêcher la vente de médicaments falsifiés, la pratique est très encadrée. Les sites internet sans ordonnance doivent obligatoirement s'appuyer sur une pharmacie française avec autorisation de l'Agence régionale de la santé. Avec cette autorisation de vente de médicaments sur internet, la France applique une directive européenne de 2011 et rattrape ainsi ses nombreux voisins. Des pays européens où la vente en ligne ne représente que 5% des ventes de médicaments. Et avec moi sur ce plateau, mes invités, Catherine Procaccia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice UMP du Val-de-Marne. Daniel Buchinger, bonsoir. Pharmacien et président de l'Univers Pharmacie et de l'Union des groupements de pharmaciens d'officine. Bonsoir. Et Cédric O'Neill, pharmacien et président de la société 1001 Pharmacie. Alors, Cédric O'Neill, est-ce le début d'une nouvelle ère, une nouvelle façon de se soigner, sans médecin, sans pharmacien, sans relation avec le malade ? Alors, j'irai pas si loin. Je pense que oui, il y a des nouvelles habitudes de consommation qui vont se développer au travers Internet, mais on n'est pas non plus en train de remplacer la pharmacie d'officine telle qu'on la connaît. On imagine que, d'après les différentes études, 8 à 10% du marché peuvent se déporter sur Internet, mais c'est toujours sous responsabilité du pharmacien, donc on a toujours la garantie de la provenance de ces produits. Donc, Catherine Procaccia, cette nouvelle façon d'acheter, de consommer les médicaments sans quand même contact direct, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une réglementation, mais je ne vois pas ce que ça va apporter. Parce que si l'on va chercher les médicaments commandés chez la pharmacie, on n'a pas l'avantage de se dire, bah, tiens, on va avoir les médicaments chez soi, tout le monde n'a pas un gardien. Si on est en province, il faut prendre la voiture pour aller chercher. Si c'est livré par la poste, il y a des chances qu'il y ait des frais de port. Et puis c'est uniquement les médicaments sans ordonnance. Quand on sort chez le médecin, on a des médicaments qui peuvent être uniquement en cadre rouge et d'autres que l'on peut acheter. Est-ce que l'on va se dire, ah ben, la moitié de l'ordonnance, je vais l'acheter chez mon pharmacien, l'autre moitié, je vais lui dire non et je vais comparer les prix sur Internet? Enfin, pour l'instant, c'est tout chaud, mais cette façon en de tant consommer les médicaments pour vous, j'ai un peu de mal à comprendre comment ça va fonctionner et ce que ça peut apporter, parce qu'hormis acheter 10 boîtes d'un médicament que vous utilisez tout le temps pour dire là j'ai fait 3,50 € d'économie ou même 20 € d'économie, hormis si on consomme beaucoup un médicament, sinon je ne vois pas ce que ça peut vraiment apporter aux consommateurs. Non, aux patients. Aux patients. Daniel Buchinger, vous êtes d'accord? Vous parlez de risques sanitaires éventuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et notamment les chiffres en 2010, étaient de 1 milliard de médicaments commandés par des Français sur des sites Internet. Donc là, je réponds un peu à la question, sur des sites étrangers. On sait que sur Internet, 1 médicament sur 2 est contrefait. Voilà. Avec alors là, le problème, ce sont les contrefaçons. Avec ce nouveau projet, cette nouvelle réglementation, là, on a une sécurisation du médicament. C'est-à-dire que les médicaments vont suivre la chaîne du médicament et donc de l'officine physique. Et à ce jour, nous n'avons pas décelé de contrefaçon en officine, en pharmacie. Pour vous, cette façon de consommer les médicaments ne comporte pas de risque sanitaire? C'est-à-dire que les garde-fous ont été mis. Il y en aura sûrement d'autres demain. Sur les sites, nous avons les incompatibilités, nous avons une notice d'emploi, nous avons un pharmacien qui sera en ligne. Un pharmacien va contrôler chaque ordonnance. Donc, la responsabilité du pharmacien est engagée? À la responsabilité, et même, on pourrait même fermer administrativement la pharmacie physique s'il y avait un problème sur le site de l'officine existante. Donc il y a véritablement la même responsabilité demain. Excusez-moi, je voulais simplement vous poser une question. Ces médicaments qui sont à l'heure actuelle achetés sur Internet, est-ce que ce sont des médicaments sans ordonnance que l'on va acheter à l'étranger ou des médicaments qui supposent ordonnance ou que l'on ne trouve pas en France? Alors en fait, sur le milliard, il y a en fait 400 millions qui seront disponibles sur les sites de vente en ligne. Parce que sur les sites de vente en ligne, seuls les médicaments sans prescription, non soumis à prescription, sont autorisés à être vendus en ligne. Donc là, effectivement, sur le milliard existant, en 2010, il y aura 400 millions
qui seront... Mais si je peux préciser, il y a déjà des internautes qui achètent sur Internet leurs médicaments et essentiellement, il n'y avait pas de cadre légal en France. Donc finalement, au niveau des moteurs de recherche, il était facile de retrouver des pharmacies européennes, belges, anglaises, allemandes, qui avaient des sites traduits en français et qui vendaient déjà des produits auprès des consommateurs français. Vous êtes tous les deux pharmaciens. Le fait que la responsabilité des pharmaciens puisse être engagée alors qu'il n'y a pas d'échange, enfin il n'y a que des échanges virtuels, ça vous fait pas peur? Cédric O'Neill. Moi, je trouve que ça va même plus loin parce qu'il va y avoir une vraie trace écrite des échanges. On impose aux pharmaciens de pouvoir dialoguer en temps réel avec l'internaute. On impose aux pharmaciens de délivrer un conseil associé à la vente, donc de reproduire l'acte d'achat en pharmacie. Donc finalement, le pharmacien, il va devoir quand même passer du temps à traiter les commandes parce qu'il ne peut pas faire n'importe quoi quand il délivre. On va avoir aussi un hébergeur de santé, ce qui va sécuriser vraiment tous les échanges et notamment aussi tous les échanges vont être cryptés obligatoirement et devront être conservés 3 ans. Donc il y a véritablement, comme les ordonnanciers en officine, il y aura une conservation des données dans des hébergeurs de santé. Catherine Procaccia, vous êtes quand même un petit peu plus réticente parce que même les médicaments vendus sans ordonnance, tout médicament peut engendrer des effets indésirables. Des effets secondaires. Et là, hormis, comme je le disais, d'acheter 10 ou 15 boîtes de médicaments par Internet, on ne voit pas vraiment l'avantage pour le patient de pouvoir passer par cette démarche. En outre, je vois quand même un avantage. De toute façon, c'est une obligation. Mais dans l'avantage sera peut-être de faire baisser les prix d'un certain nombre de médicaments. Puisque ces médicaments ne sont pas... Ils sont peut-être remboursables par la sécurité sociale, mais ils peuvent être prescrits sans ordonnance. Donc c'est pas pour une fois, c'est pas pour des économies du budget. Mais peut-être que certains pharmaciens qui prennent des marges, j'ai vu qu'effectivement un médicament pouvait valoir de 1 à 5 ou à 6 quand on a le choix, parce que quand on est en province, on ne l'a peut-être pas. Mais peut-être que ça va avoir un effet salutaire pour le prix des médicaments vendus sans ordonnance de par les pharmaciens et en tout cas tous ceux qui fournissent les pharmacies. La question du prix est centrale. Alors à quelle baisse de prix peut-on s'attendre sur les médicaments, Cédric O'Neill? Alors, moi, au niveau de mon site internet, c'est un site internet qui est commun à 150 pharmacies actuellement. Et on voit que les pharmaciens, ils n'ont pas forcément des prix plus bas sur Internet. On a déjà des prix assez bas par rapport à d'autres pays européens. Quel est l'intérêt? Mais les pharmaciens, ils sont souvent critiqués pour la différence de prix, comme ça vient d'être dit. Donc ça va homogénéiser les prix d'une pharmacie à l'autre. Il y aura peut-être quand même des différences d'un site à un autre, Daniel Lechanger. Je vais répondre peut-être à un point où il était indiqué qu'on pourrait acheter 10 médicaments. Admettons les mêmes sur Internet. Non, là, les bonnes pratiques limitent à 1 mois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas délivrer plus de 1 mois pour un traitement, donc plus de 1 mois maximum pour un traitement type. Donc là, il n'y a pas de risque de ce côté-là, alors qu'en officine, on sait qu'il y a des traitements sur 3 mois qu'on a le droit. On a même sur ordonnance des traitements sur 3 mois. Donc là, sur un surdosage ou des ventes importantes de médicaments, on risque rien en théorie. Il y a des garde-fous, selon voilà, le garde-fou, il est écrit dans les bonnes pratiques. Les frais de port, ça va... Voilà, maintenant, concernant les prix. Bon, pour nous, les prix, en officine, il y a des pharmacies, des réseaux comme le nôtre, Univers Pharmacie, où on défend le pouvoir d'achat. Donc déjà, pourquoi? On a eu même un comparatif de notre très cher Leclerc, qui a été même condamné pour publicité comparative trompeuse pour le consommateur, parce que nos prix, et on l'avait déjà prouvé avec des comparatifs par huissier, étaient moins chers qu'en grande distribution, et notamment chez Leclerc. Donc, est-ce que ça va améliorer? Non, le client en officine a la possibilité justement d'aller voir les différentes officines, et c'est là justement la concurrence, elle existe, 1, 3, on dit, et notamment, nous on a une défense du pouvoir d'achat, donc il y aura des sites très pertinents et très performants, bien sûr. Il y a une piste qui est envisagée, même si la ministre de la Santé, Marisol Touraine, s'y est opposée. Faut-il envisager la vente de médicaments au supermarché? Je vais d'abord laisser la parole à Catherine Procaccia, parce que je pense que les pharmaciens, on connaît déjà un petit peu, on devine leur avis. Catherine Procaccia, la vente des médicaments au supermarché. Il y a quelques années, quand la question s'est posée, nous n'y étions pas favorables.
en tout cas au Sénat et à la Commission des affaires sociales, en disant qu'il fallait avoir un conseil d'un pharmacien. Moi, j'avoue que l'ouverture et l'achat par Internet m'interpelle. Et je me dis, si en matière de médicaments, la seule chose qui compte maintenant, c'est le prix et la consommation, alors qu'il me paraissait qu'un médicament, c'était pas un produit comme un autre qu'on allait acheter n'importe où, bien, si c'est que le prix qui compte, dans ces cas-là, je ne crois pas que l'on pourra tenir longtemps l'interdiction de vente en supermarché. La vente en ligne ouvre la vente en supermarché, Cédric O'Neill? Alors, je vais être un peu consensuel dans ma réponse. Si on écoute la grande distribution, il n'y a que le prix qui compte. Donc j'ai envie de dire, reparlons de ce débat de la vente de médicaments dans les grandes surfaces dans 3 à 5 ans et laissons le pharmacien proposer des solutions et s'organiser déjà sur Internet, montrer qu'il est en capacité de le faire et on verra. Mais là, le pharmacien n'aura plus du tout sa place en supermarché. Normalement, il devait avoir un pharmacien qui était en rayon pour surveiller ce qui se passe, normalement. Mais il y a quand même des pressions économiques, et c'est ça qui est critiqué en supermarché, c'est que même si le vendeur finalement est un pharmacien et a fait des études de pharmacie, il va être poussé à vendre toujours plus de médicaments. Et en supermarché, la baisse des prix sera peut-être plus conséquente. Alors déjà pour nous, on se met au niveau de la santé, on va commencer par le début. Il y a un risque sanitaire, c'est-à-dire que la vente en supermarché existe en Angleterre, existe aux États-Unis. La première cause de défaillance du foie par surdosage involontaire en paracétamol est justement due à ce surdosage involontaire et uniquement parce que ces médicaments sont vendus en grande distribution. Nous n'avons pas cette problématique-là en France. Ces études ont été attestées, avérées par les autres autorités de santé aux États-Unis et en Angleterre. Donc nous, ce qu'on demande et ce qu'on met en alerte, les députés, les sénateurs, et c'est ce qu'on a envoyé comme courrier, comme lettre dossier à l'ensemble des élus, c'est attention, on va avoir l'effet médiateur x 100. Parce que là, c'est une molécule. Mais l'autorité de santé, l'autorité de la concurrence préconiserait même 400, 1000, 2000 médicaments. Pour rebondir sur les ventes en supermarché, c'est la question du jour avec notre partenaire le nouvelobs.fr. Et nous avons posé la question aux internautes, êtes-vous prêt à acheter vos médicaments au supermarché? Alors la réponse, vous voyez, une majorité de non, 67%. Une réaction, Cédric O'Neill, pardon. Mais finalement, ça prouve bien que les consommateurs sont pas encore prêts à ça. Le même sondage avait été fait au niveau des médicaments sur Internet. On voyait que ça concernait une faible majorité de la population. Il y a des avancées au niveau des habitudes de consommation. Il ne faut pas tout faire trop vite. Alors justement, sur les habitudes de consommation, ces ventes en ligne, est-ce qu'elles vont inciter peut-être à une consommation plus facile, plus importante, Catherine Procaccia? En tout cas, dans l'approche, le fait de pouvoir acheter des médicaments en supermarché ou sur Internet, ça banalise le médicament. 24 heures sur 24. Ça ne fait pas, c'est une démarche pour soigner. C'est je l'achète, comme j'achète ma crème pour me protéger du soleil qui est peut-être un médicament ou un paramédicament, comme je vais acheter n'importe quoi. Donc moi c'est plutôt cette démarche de mettre le médicament exactement comme n'importe quel produit de consommation. Daniel veut changer les mots de la fin. Donc effectivement, en grande distribution en Angleterre et aux États-Unis, le panier moyen a été multiplié par 5. C'est-à-dire que là on est passé d'un parcours de soins à un parcours de consommation. Mais avec les ventes en ligne, est-ce qu'il a été multiplié? Les ventes en ligne, alors là on n'a pas eu des chiffres, on a eu simplement qu'en Allemagne c'est 10% du marché et on estime que demain ça sera à peu près 10% également du marché dans les 5 ans en France. Très bien, merci à vous trois d'être venus sur notre plateau. Alors on termine avec cet énième rebondissement dans l'examen du projet de loi sur la transparence. Le Sénat vient de supprimer à l'instant la publication du patrimoine des élus. Et oui, Catherine Procaccia, après avoir adopté un amendement prévoyant le contraire il y a 1 heure. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Parlement Hebdo avec le patron des députés socialistes, Bruno Le Roux. Très bonne soirée sur Public Sénat.